Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à le partager et liker, ainsi qu'à vous abonner et à faire un petit tour sur Utip. Allez, je vous libère, bonne vidéo. Si je vous demande de vous représenter la formation d'un système planétaire, n'importe lequel, vous aurez probablement en tête des images semblables à l'animation que vous voyez actuellement, ou, si vous êtes un passionné du sujet, les images de l'ESO montrant des systèmes en formation. Dès lors, la représentation d'un système en formation que l'on pourrait être tenté de se faire est celle d'un système relativement ordonné, avec des planètes qui se forment très souvent sur leur orbite définitive. Vous voyez quand on vous dit que la formation d'un système solaire est une gigantesque partie de billard cosmique? Bah c'est pas une image, c'est même très minimisé. Tenez, prenons par exemple, totalement au hasard, Jupiter, et remontons 4,5 milliards d'années en arrière. Nous sommes au tout début de la formation du système solaire, et le cœur et la croûte de la Terre viennent tout juste de se séparer. À ce stade, Jupiter n'est pas plus grande que notre chère planète bleue, qui est encore loin de l'être d'ailleurs. Mais si vous cherchez à observer Jupiter, vous ne la trouverez pas où elle est maintenant, loin de là même. Il est en effet très fort probable que celle-ci se soit formée bien plus proche du Soleil, avec d'autres géantes comme Saturne, Uranus ou Neptune. Selon le modèle de Nice, qui doit son nom à son lieu de développement, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, à Nice, les géantes gazeuses se situaient sur des orbites de 5 à 17 unités astronomiques, soit 5 à 17 fois la distance Terre-Soleil. C'est le disque de poussière situé au-dessus de leur orbite, vers l'extérieur du système solaire donc, qui serait responsable de ce changement d'orbite. C'est assez surprenant, je sais, d'imaginer que des poussières puissent déplacer une planète, mais au final pas tant que ça. Ce disque est assez imposant, et même si les objets qui le constituent sont minuscules, leur très grand nombre finit par avoir un impact sur l'orbite des planètes. L'avantage du modèle de Nice, c'est qu'il permet d'expliquer différents phénomènes tels que le grand bombardement tardif, le nuage d'Oort ou la ceinture de Kuiper entre Mars et Jupiter. Mais ne nous y trompons pas, bien que ce modèle fasse quasiment l'unanimité, il reste encore sujet à débat. Par exemple, un autre modèle suggère que Jupiter s'est formé 4 fois plus loin du Soleil avant de migrer, cette fois vers l'intérieur du système. Un sujet qui est donc assez vaste et qui fera sûrement l'objet d'un épisode dédié. L'objectif avec ce passage dédié au modèle de Nice, c'était surtout de vous montrer à quel point des éléments qui semblent peu liés peuvent interagir et modifier drastiquement l'avenir d'une planète. Car si cette migration a eu lieu, elle a très probablement contribué à donner leur aspect définitif aux géantes gazeuses. Il faut rajouter à cela qu'il se produit des collisions et aussi que certaines planètes peuvent en attirer d'autres et ainsi, d'orbite en orbite, modifier leur distance de leur étoile et, parfois, les catapulter hors de leur système. Et figurez-vous que c'est déjà probablement même arrivé dans notre système solaire, avec une planète gazeuse semblable à Uranus ou Neptune. En effet, des perturbations détectées dans l'orbite de Callisto, la lune de Jupiter, pourraient être une trace laissée par cet événement. En passant près de Jupiter, la planète a attiré légèrement vers elle toutes les lunes, mais comme vous le savez, plus un objet est proche, plus son attraction gravitationnelle est forte, et donc, plus l'objet attiré garde la trace de cet événement. Si le système solaire a éjecté des planètes dans ces jeunes années, ce qui est plus que probable, celle-ci se trouve maintenant à plus de 1500 années-lumière de nous. Et cette fois, ne comptez pas sur moi pour calculer ça en banane. 79 quintillions. 79 suivi de 18 zéros. Je reviens. Vous l'aurez compris, je crois, il existe probablement un grand nombre de planètes vagabondes dans notre univers. Un très grand nombre. Plus précisément, probablement 2 fois plus que d'étoiles, rien que pour celles d'une taille semblable à Jupiter. Si les planètes vagabondes ont été théorisées il y a longtemps, les premières observations, elles, se sont fait attendre. Et la raison est toute simple. La meilleure méthode pour en détecter est l'utilisation de micro-lentilles gravitationnelles. Sans trop rentrer dans les détails, une micro-lentille gravitationnelle est la déviation de la lumière d'un objet de fond
par un objet situé devant. C'est la force de la gravité qui courbe la trajectoire de la lumière et produit ainsi ce genre de phénomène. Pour détecter une planète de cette façon, il faut donc qu'elle soit alignée avec une étoile, ce qui demande déjà un peu de chance, mais aussi qu'à ce moment-là, un télescope observe cette étoile. Pour observer cela, vous l'aurez deviné, il faut donc des télescopes puissants, comme le Very Large Telescope et ses 4 télescopes de 8 mètres de large, et on n'y arrive que depuis peu, le premier télescope du VLT étant entré en service en 1998. La première candidate pour une planète vagabonde, c'est OTS 44, qui sera détectée en 1998 par les télescopes spatiaux Spitzer et Herschel, mais on ne sait toujours pas vraiment s'il s'agit d'une planète d'environ 11 fois la masse de Jupiter, ou, plus possiblement, d'une naine brune, autrement dit une étoile avortée. OTS 44 serait en effet entouré d'un disque de poussière, bien plus cohérent donc avec la théorie d'une étoile avortée, mais on y reviendra. La première planète vagabonde confirmée sera PSO J318.5-22, qui évolue dans le même groupe d'étoiles que le système Beta Pictoris à 80 années-lumière d'ici, dont j'avais parlé dans l'épisode sur les exocomètes. Et mine de rien, c'est une belle exoplanète. Sa masse est en effet de 8 fois celle de Jupiter. D'après des observations en infrarouge, certaines couches de l'atmosphère de la planète dépasseraient les 815 degrés et contiendraient des métaux en fusion. Cependant, à cause de sa taille et de sa température très basse, elle est également classifiée dans le type de naine brune L7, mais ça, ce sera le sujet d'un épisode dédié. Car, heureusement, il y a beaucoup trop à dire sur les naines brunes pour juste pouvoir faire une petite parenthèse dans cet épisode. Cependant, ne vous inquiétez pas, je vais quand même en faire une petite. Une naine brune, qui est une étoile avortée, est très difficile à différencier d'une planète de plus de 10 fois la taille de Jupiter. Les masses, composition et taille sont souvent très proches, et à moins de voyager dans l'espace et le temps, nous ne ferons peut-être jamais, dans certains cas, la différence entre les deux. De toute façon, je crois que vous êtes assez d'accord pour dire qu'une planète vagabonde est totalement inintéressante et n'abrite très certainement pas la vie. Sauf qu'on parle d'astrophysique, et que c'est plus compliqué. Je reviens. Vous vous en doutez, s'il existe des planètes vagabondes, certaines planètes de la taille de la Terre, 5%, pourraient garder leur lune. Et si la planète est assez massive, et a une atmosphère assez dense, 1000 fois celle de la Terre, pour conserver sa chaleur et une très grosse lune, n'y voyez aucun mauvais jeu de mots, celle-ci peut alors entretenir un noyau liquide par l'effet de marée de sa lune, ce qui signifie un possible volcanisme et un champ magnétique. Dès lors, l'atmosphère de la planète est protégée et elle pourrait disposer d'eau liquide et des volcans sous-marins pourraient créer des conditions favorables à l'apparition de la vie. Mais il faut également être réaliste. Si la vie existe sur une telle planète, ses conditions de développement sont très dures, plus dures encore que dans la fosse des Mariannes, qui bénéficie des résidus organiques des êtres situés plus haut. Si la vie existe sur ces planètes, elle est donc très limitée et probablement aussi très primitive. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts de détecter une telle planète. Celle-ci devrait, en effet, émettre ou réfléchir un rayonnement au minimum infrarouge. Comme il est peu probable que son épaisse atmosphère le laisse passer, il faudrait compter sur le rayonnement d'une étoile. Or, pour que ce reflet de lumière soit détectable, la planète doit passer à moins de 1000 unités astronomiques de notre Soleil, seule étoile suffisamment proche pour ce type de détection. À titre de comparaison, le nuage d'Oort, qui est considéré comme la limite du système solaire, se situe à une année-lumière, soit 63 241 unités astronomiques. Cette planète devrait donc être bien trop proche, et il faut être réaliste, les chances qu'un tel événement se produise sont quasiment nulles. Il y a actuellement une vingtaine de planètes vagabondes détectées, dont 2 confirmées. Comme je le disais, il est pour beaucoup impossible de les différencier d'une étoile avortée, et 2 seulement sont confirmées,
PSO J318.5-22 et SDS J110010.01 plus 011-613.1. Je reviens. Après 2025, en revanche, les choses pourraient changer. La NASA devrait, en effet, lancer en 2025 le télescope Nancy Grace Roman Space Telescope, qui permettra de surveiller plusieurs étoiles en même temps à la recherche de micro-lentilles gravitationnelles. Ainsi, le catalogue de planètes vagabondes actuelles devrait largement s'élargir et nous permettre de mieux comprendre les mécanismes de formation des systèmes planétaires et, donc, indirectement, la formation du nôtre. En attendant, c'est sur ceci que je vais clôturer cette histoire d'exoplanètes. J'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.